les cloches de saint Thomas d'Aquin. Hein. Là, c'est calme, mais parfois il y a du bruit. Hein. Après, on entend le voisin qui fait marcher sa radio. Enfin. C'est un atelier qui est vivant. Hein. Vous découvrez Paris dans les années 50? Oui, un petit peu avant, 49, comme ça. Mais mes parents habitaient à Bougival. Enfin, mes parents, angevins. Enfin, mon père qui était angevin. Ils avaient loué une maison à Croissy exactement, mais je prenais l'autobus pour venir aux Beaux-Arts. Je prenais l'autobus à Bougival. L'autobus et parfois le vélo pour aller jusqu'à l'école des Beaux-Arts. Et puis depuis cette époque, avec des voyages et des séjours à l'étranger, mais j'ai toujours été parisien. Hein. Parisien et campagnard, naturellement. Mais le port d'attache, c'est tout de même Paris. Hein. La maison qu'avaient louée mes parents, tout à fait au bout du quai de l'Écluse de Croissy, c'était juste en face de l'île de Chatou, le pays des fauves. Alors, moi qui avais une passion pour la couleur, pour Gauguin, je retrouvais les toiles de Vlaminck et de Derain à l'endroit où elles avaient été peintes. Là, hein. Vraiment, cette région-là a été marquée par le fauvisme. J'étais très impressionné quand je voyais passer des péniches, je voyais des toiles fauves. D'ailleurs, mes premières toiles étaient un peu fauves. Hein. Est-ce qu'on peut dire que l'atelier, puisque vous en avez plusieurs, influe sur le type de peinture? Non, peut-être qu'à la campagne, comme l'atelier est plus vaste, ça me permet d'être plus gestuel et pour des très grands formats, je suis plus à l'aise. Alors ça a une certaine influence. Mais je peux travailler tous les thèmes à différents endroits, non? Parce que je porte certaines toiles en moi pendant un certain temps, mais je peux les travailler à la campagne, les transporter, et puis les continuer à Paris ou vice-versa. Hein, non? Dans votre peinture, la figure féminine est omniprésente. La figure, c'est essentiel. Alors, quand on a la chance de vivre avec une personne qui vous inspire constamment, comme c'est mon cas, alors je tourne autour d'elle, je tourne autour de Chantal, hein, je suis un obsédé de mon modèle, qui est mon épouse. Et c'est une source d'inspiration permanente. Ça, c'est une impression dans le Midi, devant la mer. Oh, c'est un merveilleux sujet, la figure dans la nature. Il y a une toile
qui me poursuit et qui m'obsède, mais que j'adore, c'est l'impératrice Joséphine dans le parc de la Malmaison par Prudhon. Admirable, la figure intégrée à la nature. Alors là, je trouve que c'est vraiment l'œuvre complète. Là, il y a une émotion, il y a le romantisme, et puis une figure intégrée au paysage. Et pour moi, c'est une leçon considérable. Delacroix a dit, le premier mérite d'un tableau, c'est que ce soit une fête pour l'œil. Alors il faut que ça soit chatoyant, il faut que ça attire, il faut qu'il y ait une vibration et qui fascine. Alors, cette robe colorée, ça m'a attiré dans la grande simplicité de l'harmonie, de bleu et de blanc, la vibration de la jupe bayadère, là, ça m'a fasciné. Chantal Brasilier, cet intérieur, cette atmosphère, ce lieu parisien, vous l'avez créé? Mais oui, en quelque sorte, nous avons trouvé cet appartement, nous avons eu la chance de le trouver, pas dans cet état naturellement, mais nous avons accumulé beaucoup de choses, des objets, des coups de cœur. L'appartement lui-même a été un coup de cœur quand nous l'avons découvert, et tout ce qui s'y trouve, tous les objets sont des choses que nous aimons, et il y en a peut-être un peu beaucoup maintenant, mais ce sont des choses choisies généralement ensemble, avec André. Cette musique, c'est votre choix? C'est notre choix au pluriel, on peut dire. Nous avions des discothèques personnelles et on s'est aperçu qu'avant de se connaître, on avait acheté les mêmes disques. À cette époque-là, c'était des disques, des micro-sillons et des 33 tours, mais on avait une discothèque vraiment, beaucoup de choses en double. Vous avez fêté vos 50 années de mariage. Oui. Ce fut un coup de foudre. Mais peut-être pas le coup de foudre sur le moment, mais nous nous sommes rencontrés sous la loggia de la Villa Médicis, dans ce beau lieu, et puis au cours du séjour, nous prenions les petits déjeuners ensemble. J'étais très troublée, je renversais mon café sur la nappe, mais enfin ça s'est bien terminé, mais c'est resté très distant pendant cette période. Mais nous nous sommes retrouvés à Paris peu de temps après, et nous nous entendions très bien. Nous avons découvert que nous avions beaucoup de choses en commun, et nous étions mariés 3 mois après notre rencontre. Là, c'était rapide, mais je ne regrette rien. J'espère que lui aussi, que c'est la même chose pour lui. Mais je vais dire, comme Édith Piaf, rien de rien, je ne regrette rien. André parle de vous dès qu'on l'interroge à propos de son œuvre, et il décrit vos nombreuses qualités. Oh, quelle est, à vos yeux, quelle est la principale qualité d'André? Mais il y en a beaucoup, mais il a un sens particulier pour découvrir la sensibilité des autres, je crois. C'est difficile de dire la principale qualité d'André parce que je lui en trouve beaucoup. Il y a déjà la droiture, la bonté,
la générosité, c'est un être très généreux et vraiment toutes les autres qualités viennent par surcroît parce que la seule chose, il a toutes les qualités, la seule chose c'est son impatience. C'est un homme impatient qui aime que les choses aillent vite. D'ailleurs, on en a l'exemple, ne serait-ce que par les décisions après notre rencontre. Mais enfin, j'apprécie cela beaucoup. Parmi les grands thèmes que l'on découvre très vite dans l'œuvre d'André, le paysage, la musique, vous figurez. Alors, comment vivez-vous cette présence permanente de votre figure, symbolique, bien sûr, pas anecdotique? Comment vivez-vous cette présence dans l'œuvre d'André? Mais moi, je vois avec recul, je ne me vois pas dans l'œuvre d'André. Je vois une femme qui, certes, me ressemble, mais je ne me vois pas comme telle. C'est particulier. Je le vois comme une peinture. Alors, naturellement, je suis consciente que ça part de moi, mais c'est une vision distanciée. Quand on vous demande de décorer une église et vous faites ce que vous voulez, ce que vous ressentez, on ne m'a donné aucun conseil. Alors, j'ai déroulé ce qui pour moi était la Bible, évident. Je peignais avec des balais, avec de très larges brosses, avec des balais, je badigeonnais, je projetais. C'était très gestuel. Ça ne me déplaisait pas. C'est un privilège d'avoir dans sa vie la possibilité de s'exprimer dans un beau bâtiment, en plus un bâtiment sacré. C'est pas donné à tout le monde de faire ça parce que physiquement, c'est quand il faut monter. Ensuite, après les avoir peints à plat, ça a été marouflé au plafond. Il fallait monter sur les échafaudages et puis les reprendre, faire les raccords et tout, les bras en l'air, avec la peinture qui vous coule le long des bras. Alors, c'est un bain de peinture. Pour un obsédé de peinture, ça me convenait. Hein. André Brasilier, là nous sommes à Loupaigne, un lieu essentiel. Alors comment ça vous est arrivé, comment vous avez découvert Loupaigne? Et je séjournais chez ma belle-mère, la comtesse d'Autrive, qui habitait Brennes. Et naturellement, j'étais curieux de visiter l'environnement. Et un beau jour, je suis tombé en admiration devant cette demeure. Je me suis arrêté à la grille. J'ai demandé « Est-ce que ça n'est pas à louer ?» On m'a dit « Non, c'est à vendre ». 8 jours après, nous avions les clés. Nous étions jeunes mariés et Chantal a marché immédiatement avec le même enthousiasme pour remettre cette propriété parce qu'elle était à l'abandon. Elle appartenait à l'évêché de Reims et qui en faisait une maison de colonie de vacances. Elle était vide.
nous aimons la sculpture dans la nature. C'est un réconfort dans les promenades. Et je trouve que la sculpture est mise en valeur quand elle se mêle au parc, aux arbres. Ah, pour nous, c'est un bonheur. C'est un bonheur de contempler l'Eda, cette sculpture du 18e, 17e, 18e, qui a un charme fou. Le David est impressionnant. Ah mais le David, il est amusant avec son matériel, sa fronde et sa lyre à ses pieds. Et en plus, sa tête m'évoque la tête de Delacroix, ce peintre que j'aime tellement. C'est un bonheur de pouvoir se promener dans un parc animé. Nous faisons énormément de promenades au cours desquelles je prends des notes. Et la visite de ces différents angles, d'apercevoir à certains moments David ou le visage de Chantal ou la tête émouvante de Leda, ce sont des moments de bonheur. On recherche le bonheur. C'est amusant d'organiser l'ornement des jardins avec une fantaisie. Ces sphinges, c'est une sculpture surréaliste. Des femmes au visage délicieux avec un corps de lion. La fantaisie des sculpteurs dans les parcs, c'est inouï. Chaque fois, ce sont des coups de cœur. Parfois, c'est à la foire, à la ferraille, à Chatou, on a parfois découvert un amour en marbre qui est à l'entrée sur un dauphin. C'est absolument délicieux. Et c'est une sculpture dans le marbre du XVIIe siècle. Alors naturellement un petit peu abîmée, mais il y a la magie des volumes, il y a ce talent. C'est aussi beau que certains enfants que l'on voit à Versailles. Naturellement, c'est un peu abîmé, mais ça nous procure un bonheur permanent. Ce qui frappe, c'est le romantisme des lieux. Ah, mais c'est un endroit chargé de poésie, de sensibilité, au milieu des arbres, des proportions qui sont intimes, qui sont chaleureuses. Et il y a un équilibre, c'est pas grandiose, mais avec une certaine grandeur, c'est très humain. C'est une maison Louis XIII, mais avant la propriété actuelle, il y avait un bâtiment peut-être du Moyen-Âge. On a retrouvé des traces à d'autres niveaux. À l'origine, peut-être même qu'il y avait une villa romaine, puisque j'ai trouvé dans le mur d'enceinte un buste romain, vestige. Il ne faut pas oublier que nous sommes entre Lutèce et Reims, et tout près des voies romaines.
dans cet atelier de campagne. C'est agréable d'être en contact direct avec la nature, parce que je sors dans le jardin, dans le parc, dans les étangs. Je prends des notes et je prends des notes sur mon carnet de croquis et très rapidement, je viens travailler dans l'atelier avec des notes où j'ai fixé une composition. Dans une œuvre, il faut toujours qu'il y ait une composition très affirmée. La composition, c'est quelque chose de capital. Quand la composition est bien organisée, la peinture vient toute seule, même si elle est maladroite. Si la composition répond à un équilibre, une organisation des tâches, s'il y a une volonté, ça aide beaucoup dans la peinture. Nous avons un cheval qui est adorable et qui est une source d'inspiration. Et le thème du cheval est un thème qui revient depuis longtemps parce que j'ai beaucoup vécu à la campagne, je suis pratiquement né à la campagne, je suis né à Saumur. Enfin, j'aime le cheval, puis le cheval, c'est la vie, c'est le dynamisme, et puis ce sont des créatures qui sont très attachantes. Vous utilisez des outils variés, pas seulement le pinceau. Ah oui, tous les moyens sont bons, vous avez. La nature est très variée, alors il faut une variété dans l'expression, si on veut s'approcher de la nature. Alors, le couteau, la brosse, la lame de rasoir, enfin tout est bon. Hein. Ce qui compte, c'est le résultat. Il faut que la peinture vive. C'est ça là. Il faut surtout que ça ne soit pas mort, il faut que ça soit vivant. Tous les chefs-d'œuvre qui émeuvent l'humanité à travers les âges, ce sont des témoignages de vie. Alors, il faut qu'une peinture soit vivante. Enfin, c'est ce que je recherche là, dans le fond. On cherche à capter ces émotions, les faire partager, et puis qu'elles vous survivent. Hein. C'est un combat, un combat pour la vie contre la mort. Hein. On connaît vos convictions, vous êtes croyant, vous. Absolument. Oh, vous nous l'avez dit. Et donc, tout à fait. est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est une forme de peinture religieuse au sens où vous célébrez la beauté, l'harmonie avec la nature? Dans ce sens-là. Ah oui, mais vous savez, dans la peinture, il y a quelque chose de sacré. C'est sacré. Hein. D'ailleurs, les artistes étaient considérés comme, dans certaines religions, comme en opposition au créateur. C'était presque une profanation que de traduire la nature. Là. Dans le mot créateur, il y a une emprise un peu de la divinité. Il y a quelque chose de sacré dans le mot création. Alors, l'art est sacré. Et compliqué. Il ne faut pas que ça soit
trop philosophique pour moi. Hein. Faudra faire beaucoup de coupures. Hein. BNC, préparez-vous pour l'atterrissage. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à Nice, aéroport Côte d'Azur. Il est 9h passé de 25 minutes et la température est de 14 degrés. Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons le compositeur Philippe Curel qui nous accompagne. Mais la vie est précieuse, il ne faut pas perdre une minute. Puis il y a des tas de choses intéressantes. Alors on va arriver à Cagnes ou à Biterre-Noire, un peu plus loin. Fernand Léger, à Biot, hein. Artung, Antibes, De Staël, Picasso, naturellement. Comme un écho qui sur les vagues s'achemine, entendez-vous le gai refrain des tambourins? Alors ici, on arrive dans la maison. Sans le savoir, on est venu acquérir une maison à 2 pas de là où Dufy a travaillé dans les années 25. C'est amusant. Hein. Dufy que j'aime tellement. Hein. Ben, ça, et puis, Picasso n'était pas loin. C'est Chantal devant la mer. Ah oui. Oh ben, j'ai la chance d'avoir une inspiratrice que j'admire, parce qu'elle est belle. Et nous nous comprenons, elle comprend mon travail. Alors à chaque instant, je peux prendre une note toujours différente et toujours intéressante. Hein. Par exemple, ces notes qui sont là, ce sont des notes d'hier ou d'avant-hier? Ah oui, 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 c'est tout frais. L'encre est à peine sèche. Il faut toujours composer, parce que la composition, même pour un croquis, dans les dessins de Corot, il y a des dessins simples comme tout, mais
Toute la composition est déjà indiquée. C'est capital. Et là, tu es arrivé donc samedi et tu t'es mis au travail immédiatement? Ah ben oui, il y a un peu de débroussaillage pour que ça soit un peu plus propre. Parce que il y a bien quelqu'un qui s'occupe de la propriété, mais j'ai dit on ne coupe rien. J'ai l'habitude de tailler et je ne veux pas que les cyprès ressemblent à des crayons, comme disait Picasso. Ah non, pas d'histoire comme ça. Il faut que les arbres soient souples. Il faut que les buissons poussent. Alors, il fallait tout de même un peu organiser avant ta venue. Et alors, jardinage, parce que c'est excellent. Et puis, parce qu'on aime ça, Chantal a les doigts verts, merveilleux. Mais enfin, j'aime bien aussi. Et dès qu'on fait une pause, les crayons ne sont pas loin, et puis je lui dis, oh, ne bouge pas. 2 secondes. Parfois, elle n'apprécie pas tout à fait, mais enfin, qu'est-ce qu'elle ne fait pas pour son peintre? Non, mais elle est adorable. Nous vivons une vie intense, passionnée, exceptionnelle. Je peux bénir le ciel d'avoir permis qu'on se rencontre. C'est mystérieux. L'amour est mystérieux. André, nous voici à Golfe-Juan, un univers complètement différent de la campagne de Loupaigne, la mer. Ah, oui. Comment vous avez rencontré cet endroit? Ah, mais on a fait d'abord une première escale dans Vallauris. Alors, une maison qui avait beaucoup de charme, une maison du 19e, mais nous n'étions pas devant la mer. Et quand on vient de Paris, on a l'obsession de la mer. Alors, j'avais dit à l'agent immobilier, écoutez, on remet cette maison en état, un petit hôtel particulier, en attendant de trouver quelque chose, mais j'aimerais voir la mer. Et puis un beau jour, il nous a découvert cette maison, qui était beaucoup plus petite, mais où il y avait ce dégagement extraordinaire. Et quand nous l'avons vu, on s'est dit, ben, on change et on vient habiter ici. Cette région Golfe-Juan, vous l'avez découverte en allant en Italie? Ah oui, mon premier contact, moi qui suis angevin et parisien, ben, je ne connaissais pas le Midi. J'avais vécu dans les brumes du Nord, comme disait mon père, sur la côte belge, dans ma petite enfance. Mais le prix de Rome, dont le concours de Rome s'est passé à Paris, ben, le prix de Rome m'a envoyé en Italie. Et pour me rendre à Rome, ben, j'ai fait escale dans le Midi. Ça a été mon premier contact avec Marseille, ensuite Antibes et Nice. J'en ai profité puisque c'était presque un pèlerinage de gagner Rome. Du temps de Louis XIV, les prix de Rome partaient parfois en bateau et se retrouvaient alors arrêtés en cours de route et se retrouvaient parfois en esclavage en Afrique du Nord ou dans des lieux épouvantables. Alors mon voyage s'est bien passé, c'est une autre époque, mais j'ai fait des escales de bonheur. Et ça a été le premier contact avec le Midi de la France. Mon père spirituel, celui qui m'émeut, qui me touche, dont la moindre chose me touche, c'est Gauguin. Gauguin qui a joué un rôle capital dans mon évolution. Je l'ai découvert en noir et blanc. Et il m'a fasciné. Oh, la simplicité de sa vision. Et quand j'ai découvert les reproductions de ses œuvres en couleur, ça a été l'enchantement. La spiritualité de l'art de Gauguin, c'est ce qui me touche.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il n'y a pas de recette pour une vie de couple. Hein. Si on devait dire comment, mais ça c'est... C'est mystérieux. Oui. C'est une question de sensibilité. Ouais, Il faut que les sensibilités soient voisines. Oui. Heureusement, on s'entend bien, on a des goûts communs. Devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. Vivre avec un artiste, ça pose. On peut penser que ça pose des problèmes, mais... Oh, c'est effrayant. C'est effrayant. Tout dépend de l'artiste avec lequel on vit. Ah ben tout dépend de l'artiste. Oui, tout est là. Mais quand on aime ce que fait cet artiste, et puis alors, celui que je connais le mieux est à part. Parce oui, que... mais les artistes sont des gens impossibles. Non. Parce qu'ils sont égocentristes, là, axés sur leur travail, sur leur passion professionnelle. Là, l'art est obsédant. Oui, alors, certainement. Obsédant, dévorant. S'inscrire, pour une épouse, s'inscrire dans cette union du peintre et de sa passion, oui. C'est presque un couple à trois. Hein. Oui, mais quand le peintre fait partager, c'est très différent. Si tu étais enfermé complètement dans ton art, certainement que là, j'en souffrirais beaucoup plus. Mais tu es complètement associé à ma carrière, à mon inspiration. C'est indissociable. Ça change tout pour moi. Parce qu'autrement, et depuis, ça pourrait être insupportable. Chantal a un nez extraordinaire. Il ne dit pas ça. Et elle travaillait dans les parfums. Mais... À l'époque où Helena Rubinstein était en pointe, eh bien, tu travaillais dans ce laboratoire. Mon rôle était limité. Oh, mais tu aurais fait une très grande carrière parce que tu as une mémoire olfactive, mais extraordinaire. Et puis une sensibilité. Il y aurait eu des créations recherchées dans le monde entier. Oh. Toute mon œuvre est parfumée par Chantal. Hein. Moi, je ne peux pas faire de rupture entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Là, pas possible. Alors, je peins à des heures tout à fait régulières, mais parfois très tard et tout. Je ne peux pas être coupé de l'atelier, impossible. Alors, j'ai toujours travaillé oui, c'était toujours dans une pièce de l'appartement. Une pièce de l'appartement. On est toujours ensemble. Oui. Oh. Oui. André Brasilier, nous sommes ici à Massé, c'est un retour aux sources. Absolument. Ici, en Anjou, après près de 50 ans d'absence, cette maison qui avait besoin d'être reprise puisqu'elle était passée à mon frère,
que mon frère est décédé, que les années ont passé, cette maison était à l'abandon. Il fallait absolument la reprendre, que les Brasiliers se maintiennent. Les Brasiliers sont ici depuis plus de 2 siècles. Alors, il y a un passé extraordinaire. Naturellement, il y a mon passé. Toute ma jeunesse, toute mon enfance est marquée par le manoir de Massé. C'est là que j'ai connu mes premières émotions, mes premières découvertes. C'est là que j'ai débuté ma carrière dans cette maison si attachante. Mon père qui travaillait ici, mon père était peintre, comme vous savez, mais ma mère qui était peintre et qui était une artiste également. Alors j'ai vécu dans ce milieu idéaliste exceptionnel. Alors il y a une empreinte dans cette maison qui a marqué ma vie et il a fallu que j'arrive à 80 ans pour revenir et faire renaître cette maison qui tombait en ruine. Toute ma jeunesse s'est passée ici, mais je ne suis pas né dans le manoir. Je ne sais pas pour quelle raison, alors que tous mes frères et sœurs sont nés ici, ma mère a voulu aller en ville et accoucher à Saumur, si bien que je suis né au pied du château. Mes parents avaient loué quelque chose juste pour ma naissance, de façon à ce qu'un docteur soit plus près. Mais 8 jours ou 15 jours après, je suis revenu ici à Meigné et j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence. Et vous retrouvez des choses qui sont de vos aïeux, de vos ascendants, par exemple, ce cahier. Mais je découvre, aujourd'hui même, je prends un album et je découvre que c'est un livre de mon grand-père à l'école polytechnique en 1854, où il étudie la machine manchon d'embrayage. Alors c'est traduit à la main avec des dégradés et c'est signé Brasilier, école de polytechnique. C'est terriblement émouvant de savoir que mon grand-père, qui était militaire, enfin qui s'est orienté vers l'armée, mais qui a commencé par faire ses études à Polytechnique, eh bien, de retrouver des planches qu'il a réalisées lui-même sur les moteurs, sur l'architecture, c'est très émouvant, c'est incomparable, c'est une satisfaction. Vous voici dans votre nouvel atelier de Massé. Absolument. Après une absence de près de 50 ans, retrouver ces murs, cette atmosphère, cette lumière, cette sérénité, mais c'est un bonheur incomparable, c'est une nouvelle jeunesse. Je me retrouve à 20 ans, prenant des notes par les fenêtres. Chaque fenêtre est un tableau. J'aperçois ces arbres en dessiné l'organisation des branches, comme disait Delacroix.
cet homme que j'admire tellement. Il y a un romantisme. Il y a un romantisme. Il faut dire que Massé, baigné dans la nature, et surtout pour moi, avec mes souvenirs de jeunesse, je retrouve cette atmosphère très romantique dans ma jeunesse. Vous savez, un auteur qui m'enchantait, c'était George Sand, qui a traduit Le Berry, mais c'était tout à fait voisin. Et la façon dont elle parlait des arbres, de la nature, c'était une chose que je ressentais. Et entre Nohant et Massé, mais il y a des similitudes. George Sand recevait Chopin, Liszt, mais Delacroix et Balzac. Alors, Delacroix, ben c'est le maître, un maître que j'adore. C'est une référence, enfin, c'est un des génies de l'art français, enfin, c'est une leçon permanente pour moi. Alors, ben c'est le bonheur. On vous voyait déjà en train de dessiner. En fait, vous avez déjà travaillé ici, pas à cet endroit, mais il y a fort longtemps, et vous êtes déjà motivé à reprendre le travail ici? Ah ben je remets ce manoir en état, mais pour y travailler, naturellement, quand je vis quelque part, il faut que je puisse immédiatement traduire mes enthousiasmes constants devant ce qui m'entoure, devant les soleils couchants. Le soleil se couche par ici, il y a des lumières, il y a des couleurs. Il faut les noter quand elles... Sur le motif, je prends un petit croquis et puis j'organise ma composition, et dès que je peux, je traduis sur toile. Enfin, j'essaie de traduire ces enthousiasmes plastiques en pensant toujours l'organisation plastique. C'est ce qui me guide, là. Alors, il n'y a pas de rupture, vous savez, entre mon atelier parisien qui est au milieu de la nature avec le jardin, entre l'atelier de Loupaigne et puis cet atelier ici en Anjou, cette terre à laquelle je suis si attaché depuis toujours et que je retrouve avec tant de bonheur. J'espère que le ciel m'accordera encore quelques années pour traduire l'émerveillement des retrouvailles. C'est un bonheur, un privilège. Alors, c'est une joie de pouvoir traduire de nouveau ce qui a été le départ de ma carrière ici, il y a bientôt 80 ans. Hein.